Les imagitateurs du JDR présentent. Salutations à tous et bienvenue dans ce spécial découverte JDR des imagitateurs. Je suis NJ et j'ai le plaisir d'être votre hôte avec mon compère Eric. Comment ça va, Eric? Ça va très bien. Et toi? Écoute, ça ne peut aller mieux parce que, sans plus attendre, on va vous présenter quelqu'un qui vient nous présenter son jeu de rôle Agiropé et qui se lance très bientôt dans un financement participatif. Frédéric, salutations, ami rôliste. Eh bien, bonjour ou bonsoir à tout le monde et à tous ceux qui nous écoutent. Et bonjour à tous les deux. Merci de m'avoir invité parmi vous et je suis très honoré de faire votre connaissance ce soir. C'est un plaisir partagé. Oui, tout à fait. Et avant que tu nous plonges, moi et Eric, dans ton univers en une partie qui va servir de démo, je pense on peut dire, on veut en savoir plus sur Agiropé, ton bébé. Alors, en quelques mots, Frédéric, à quoi on peut s'attendre comme inspiration et atmosphère venant d'Agiropé? Eh bien, Agiropé est un jeu de rôle de renaissance fantasy urbaine. Nous allons donc nous plonger dans une gigantesque cité qui s'appelle elle-même Agiropé, qui est bâtie sur une grande colline argentifère dont les richesses ont permis de faire élever la cité dans les domaines de la science, de l'art, de la philosophie, de la sociologie et ainsi de suite. Et pour pouvoir en fait jouer dans un univers qui est profondément optimiste. Pas un univers qui est parfaitement tout rose bonbon. Loin de là, le gris existe sous toutes les nuances, mais nous allons jouer ici, dans Agiropé, un univers qui se veut assez réaliste, avec un petit peu de magie, pas d'autres races que des humains, et c'est un univers, comme je dis donc, optimiste, qui va faire la part belle à la Renaissance. Pas la Renaissance automatiquement de celle de la technologie, bien entendu, les montgolfières existent, la poudre noire a été inventée, la seringue, le piano et le matelas, mais Agiropé va mettre en place la renaissance humaine, c'est-à-dire cette espèce de siècle des Lumières, cette élévation de l'homme dans les domaines des sciences, quelles qu'elles soient. Et en fait, on va jouer dans un univers qui va mettre en avant l'art, les mathématiques, la science, la religion, la philosophie et tout ce qui en découle. C'est un univers qui s'est construit sur plus d'une dizaine d'années au final, même si fondamentalement je n'en ai commencé l'écriture qu'il y a 2 ans. Ça fait plus de 10 ans que je l'imagine en collectionnant des petites bribes de ce que j'aime, de ce que je n'aime pas d'ailleurs dans les jeux de rôle, à la fois dans les univers et dans les moteurs de jeu. Et petit à petit, en mettant ces pièces de puzzle de ce que j'aimais de côté dans mon imaginaire, je me suis mis à fabriquer une sorte de fresque qui est devenue cette cité pleine de vie, pleine d'inventions, pleine d'aventures, pleine de panache, qui va être Agiropé. Alors, si l'on devait me demander véritablement, et c'est ce que tu fais d'ailleurs, quelles sont mes inspirations, c'est peut-être compliqué parce qu'au final, un peu à la Spinoza, on est ignorant des causes qui nous déterminent, et c'est un peu pareil pour moi. J'adore les films de KDPDP, j'adore les films d'aventure rocambolesques avec un peu d'humour, mais aussi avec des scénarios très travaillés. Je suis grand amateur des jeux de rôle qui se passent dans des milieux urbains, comme je pense entre autres à Nightcrawler ou à Exile. Et je suis très très grand amateur des univers qui vont être très fouillés, très 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 fouillés, et qui laissent la part belle à l'humain pour se mettre en valeur. De fait, clairement, on n'est pas du tout dans de la dark fantasy. Pas du tout, on s'en éloigne même totalement, puisqu'encore une fois, c'est un univers qui tend vers le mieux-être. Et peut-être que je pourrais peut-être que la Cité des enfants perdus, par exemple, de Genet, pourrait être une vision particulière, même si elle est pessimiste, enfin, en tout cas, elle est très baroque. Pour le coup, moi, je pense qu'elle m'a beaucoup influencé sur sa manière de conter une histoire par des détails visuels et une certaine richesse. Il y a aussi énormément de livres, de sagas, de littérature fantastique, de fantasy ou de science-fiction. Je ne saurais pas du tout nommer lesquels, mais je pense que c'est simplement une accumulation de tout ce que j'ai jamais lu, joué ou vu dans des univers médiévaux fantastiques, que j'ai ensuite transposé dans la Renaissance. Très alléchant.
Écoute, c'est très original. Moi-même, là, j'y pense, tu me diras de ton côté, Eric, mais j'ai pas souvenir d'avoir jamais joué à un jeu de rôle qui avait un contexte comme ça, et surtout avec une atmosphère plutôt optimiste. Non, c'est vrai, effectivement, lorsqu'on parle de fantasy dans le jeu de rôle, ça tourne beaucoup autour de la dark fantasy ou des jeux très bourrins. Et je voulais savoir aussi, Frédéric, pourquoi tu t'es lancé dans ce projet-là? Parce que si je me trompe pas, t'es pas mal tout seul là-dedans, à part les illustrations. Je crois que tu le portes pas mal sur tes épaules, non? C'est tout à fait ça. Je ne sais pas dessiner. Je n'ai aucun talent graphique. Ah, mais tu peux pas être un homme parfait, Frédéric, là. Écoute, je vais essayer d'être un humain pas trop mal alors. Mais le fait est que ça fait depuis mes 15 ans, j'en ai 36 aujourd'hui, que je fais du jeu de rôle, que j'ai beaucoup poncé Donjons et Dragons avec mes fiers collègues de l'époque. Et j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé lire, et j'ai créé mes propres univers, j'ai créé mes propres scénarios pendant des dizaines d'années. Et mes amis m'ont toujours dit, mais écoute, on apprécie énormément ce que tu fais, tu devrais écrire un roman, tu devrais écrire le livre de ton univers, tu devrais écrire. Mais bon, j'ai une vie familiale, une vie professionnelle qui sont toutes les deux passionnantes et très chargées, donc c'est pas forcément quelque chose qui est venu tout seul. Et pourtant, j'ai quand même décidé de sauter le pas au bout d'un moment, parce que j'en avais tellement dans la tête, tellement un univers qui s'était tellement construit, qui était selon moi presque rodé, que j'ai voulu le coucher par papier. Et c'est surtout que, en plus de tout ça, je fais quelques chroniques de jeux de rôle sur une petite chaîne Instagram en particulier, qui s'appelle Chronique de JDR, dans lequel je relis toute ma bibliothèque de rôlistes et je fais une chronique, livre après livre. Et je me suis rendu compte que je trouvais pas les scénarios que je voulais jouer dans le commerce. Il y en a de très très bons, il y en a de fantastiques, je ne remets pas ça en cause. Mais c'est juste que c'est pas tout à fait la manière dont je voulais jouer, et surtout dans des univers qui ne collaient pas véritablement avec ce que je voulais faire découvrir un jour à mes enfants. Et donc, j'ai sauté le pas. J'ai commencé à écrire. Frédéric, écoute, un gros merci pour cette proposition différente. Et écoute, moi, NJ, je suis... j'en salive, là. Ça me fait plaisir. Oh, et finalement, t'entendre, Frédéric, on dirait presque écrire un roman, ça aurait été moins de travail. Carrément, ça aurait été beaucoup moins de travail, en effet. Puisque, après tout, il y a non seulement toute l'écriture, mais après, il y avait la relecture, la recherche d'illustrateurs, il y a eu le maquettage, il y a eu les corrections, il y a la publicité que je dois faire pour ce petit game on tabletop, pour ce financement participatif. Parce que, comme tu l'as très bien dit, Eric, je suis globalement seul aux commandes du navire. Il y a des gens fantastiques qui sont venus me donner un coup de main, bénévolement pour la relecture ou pour diverses choses. Mais dans les faits, c'est un projet personnel. Et d'ailleurs, peut-être que ça peut vous intéresser. Pourquoi est-ce que je ne suis pas allé voir un éditeur ? Eh bien parce que je fais partie de ces gens, en fait, qui adorent la liberté, dans son concept le plus utopique. Et je voulais pas être bridé dans ma construction d'univers ou dans la longueur de celui-ci. Je me permets des détails, je me permets de donner un corps à l'univers et au scénario. Et donc, en fait, je me suis dit, allez, je me lance. Je fais tout seul, et ça marche. Je suis heureux. Ça marche pas, c'est pas grave, je continuerai quand même. Parce que j'ai des histoires à raconter et un univers que j'ai envie de faire découvrir. C'est tout à ton honneur, Frédéric. Chapeau bas là-dessus, franchement. Et là, si je comprends bien, Frédéric, là, pratiquement tout est prêt. Là. Les gens qui vont embarquer dans le projet, là, on n'attendra pas 3 ans là, avant que ça sorte. Là. Tu as tout à fait raison. En réalité, tout est déjà prêt. Les épreuves des livres, et de tout d'ailleurs, ont été tirées et elles ont déjà été corrigées. Tout a été écrit, tout a été maquetté, tout a été illustré, relu. Il reste bien entendu 1 ou 2 erreurs typographiques ou quelques petites erreurs de faute de frappe. Mais ça se corrigera à la fin du financement participatif. Mais dès la fin du financement participatif, les gens recevront immédiatement sous format PDF les options qu'ils ont choisi d'acheter, pour ensuite une phase de relecture commune pendant quelques semaines avant que j'envoie l'impression. Donc, si tout se passe bien, s'il n'y a pas de délai dû à des catastrophes globales, en juin, juillet maximum, tout devrait être livré auprès des backers. Wow. Et c'est génial. Et pour bien des gens, hein, c'est bien beau l'univers, tout ça, mais parlons du système de règles maintenant. Est-ce que il serait comparable à des systèmes déjà existants
que des gens peuvent s'identifier un peu, parce que, par exemple, je regarde les compétences sur ma fiche de personnage, il me semble voir une inspiration White Wolf, non? Alors, je ne suis pas un grand consommateur de White Wolf, même si le Vampire, la Mascarade a été une très très grande pour moi, mais j'ai jamais lu le reste, Loup-garou, enfin tout ce qui était mage et autres. Mm-hmm. Mais je vais avoir un peu de mal à te dire que le moteur de jeu est comparable à l'un ou l'autre de ces jeux, puisque il va être à la croisée de deux grands moteurs de jeu. On va dire de manière extrêmement simplifiée. On va partir sur le système AD100, donc Cthulhu, et le système avec des valeurs numériques avec un seuil de difficulté à la Donjon & Dragon. Le moteur de jeu est pensé pour être simple d'accès, simple d'approche, pour que n'importe qui, en quelques minutes, maîtrise suffisamment de règles pour pouvoir jouer et ne pas se prendre la tête. Néanmoins, le jeu propose dans son livre de règles il y a énormément de petits détails supplémentaires pour apporter de la technicité dans le jeu, et donc que les rôlistes comme moi d'une certaine génération, eh bien, trouvent matière à s'amuser avec des règles qui ont une complexité. Donc c'est facile à apprendre, mais plus difficile à maîtriser de A à Z. Mais néanmoins, tout est rapide à jouer. Alors comment est-ce que ça va jouer ? Eh bien en fait, c'est fondamentalement très simple. Tout ce que va être capable de savoir faire un personnage se trouve dans les compétences. Il n'y a pas de caractéristiques à la force, dextérité, intelligence ou éducation. Non. On a simplement des compétences, un métier et un peu de magie. Et pour faire n'importe quelle compétence, un test de compétence est nécessaire et on lance un dé de 10, c'est tout, et on en additionne dessus le bonus de compétences associé, ainsi que éventuellement le bonus du métier. Puisque si on a un métier qui est en rapport à la compétence utilisée, on a un bonus qui est associé à notre degré de connaissance dans ce métier. Je donne un exemple très simple. Vous avez par exemple un meunier qui est en train d'enquêter sur le fait qu'on ait éventré ses sacs de farine pendant la nuit dans son moulin. Il y va, il regarde, il veut faire un test de compétence pour déterminer qui ou quoi a pu éventrer les sacs. Il fait un test de compétence, il ajoute son bonus de meunier, puisque finalement il va regarder la texture des sacs, comment ils ont été déchirés, s'il trouve des indices au niveau des éventrations. Par contre, le même meunier qui veut faire la même tâche pour, par exemple, résoudre un meurtre, il y a eu un meurtre, il enquête sur la scène de crime, qui n'a rien à voir avec son métier de meunier, eh bien, pour le même test de compétence, pour étudier, par exemple, un sac qui a été déchiré, il n'aura pas son bonus, parce que ce n'est pas en lien avec son métier cette fois-ci. Donc en fait, on voit déjà que le ou les métiers des personnages vont avoir un impact direct, et d'ailleurs, c'est pour ça que un garde va être naturellement plus doué pour le combat, par exemple, qu'un homme du quotidien, même s'ils ont le même niveau de compétence, parce que son métier l'a formé. Et donc vous lancez votre dé de 10, vous ajoutez vos différents bonus qui viennent des 2 ou 3 sources différentes, et vous regardez le continuum de réussite. 0, si le total fait 0, c'est un échec critique. Entre 1 et 7, c'est un échec. 8 et 9, c'est un succès partiel, donc vous réussissez l'action, mais il y a une petite conséquence. 10 à 14, vous réussissez, et 15 et plus, c'est un succès critique. Et c'est tout. Le compteur ne vient pas mettre son grain de sel là-dedans. Ce qui fait qu'un joueur veut réaliser une action, il lance ses dés, il sait déjà tout seul s'il a réussi, et il continue. La narration est fluide, et les combats vont de pair. Un dé, et on sait déjà si on touche son adversaire, sans avoir à se référer au compteur en face. Le compteur ne lance pas de dés. Non, le compteur ne va pas lancer de dés pour interagir dans ce genre de cas. Néanmoins, de son côté, si un personnage non-joueur tente de faire quelque chose contre un joueur, il va lui aussi lancer le dé avec son continuum de réussite. Okay. Mais globalement, l'idée c'est d'avoir un jeu qui se déroule rapidement pour favoriser le narrativisme plutôt que le côté comme je disais, très wargame, très on lance des dés, des brouettes de dés, on additionne, on fait des multiplications et une racine carrée à la fin. Oui, beaucoup tactique. Là. Ouais. Et rapidement, avant de commencer, parce qu'il doit y en avoir qui piaffent d'impatience qu'on se lance dans l'aventure. Moi le premier, ouais. On va mettre des liens en description et revenir en fin de partie, mais où doit-on aller si on veut aider au financement ou même en apprendre plus sur Argiropé, suivre l'évolution du jeu? Donc, à quel endroit on se rend pour les gens qui nous écoutent?
Alors, tout ce qui concerne les réseaux sociaux, vous allez avoir l'Instagram, Argiropé, tout simplement, le Facebook. Vous avez aussi des publications qui sont très régulières sur des forums comme Black Book Edition, Casusno et Quod, donc CWOWD, qui est spécialisé dans les financements participatifs. Et ensuite, vous pouvez me contacter directement à mon adresse mail argiropé@gmail.com. Mais bien entendu, pour ceux que ça intéresse, le financement participatif débutera le 7 mars pour une durée de 3 semaines environ sur la plateforme Game on Tabletop. Vous pouvez d'ores et déjà vous préinscrire pour ne pas louper le lancement le 7 mars. Super, donc si vous êtes prêts tous les deux, messieurs, je propose que sans plus tarder, on laisse Frédéric nous faire imaginer son univers, une scène dans laquelle il va nous transporter. Je vais faire cela, en effet. Néanmoins, je vais me permettre une toute petite chose en avant pour prévenir les auditrices et les auditeurs. Dans Argiropé, et ça c'est très important pour la suite du scénario qu'on va faire, il y a de nombreux mystères qui rôdent et qui planent. Beaucoup sont sous le tapis, on n'en a pas conscience en tant que joueur, d'autres sont un peu plus visibles. Et en particulier, il y en a un qui est l'une des signatures de cet univers, c'est le châtiment vermeil. Le châtiment vermeil est une bizarrerie biologique qui est apparue il n'y a pas très longtemps dans Argiropé et qui fait que toute personne qui commet sciemment ou non, donc c'est-à-dire peut-être accidentellement, un meurtre envers un autre être humain, va voir ses iris se colorer de rouge. Cette espèce de malédiction dont on ne connaît pas les origines, mais qui frappe tous les donc tous les Giropéens et les Giropéennes, les gens d'Argiropé, fait que les meurtriers sont maintenant très facilement reconnaissables dans la rue. En effet, quelqu'un qui a tué va voir ses iris se colorer petit à petit graduellement de rouge. De fait, Argiropé n'a presque plus de meurtres, où il y a des accidents bien entendu, mais les meurtres sont beaucoup plus rares. Et ça vient d'une volonté personnelle de remettre au premier plan l'un des actes particuliers du jeu de rôle que l'on fait tous les jours quand on joue, pour les citer Donjons et Dragons ou Call of Cthulhu, on tue à tour de bras. Et sans aucun remords, c'est pas un souci après tout. Je voulais remettre ça au premier plan, pour que ça marque les joueurs et les personnages. Ainsi, c'est des personnages que vous allez incarner ce soir, et la quasi-intégralité de ce que les gens incarneront en jouant à Argiropé sont des personnages qui ne sont pas inclins vers le meurtre, puisque tout bonnement, tuer va avoir un impact direct sur vous, et vous savez que si vous commencez à tuer, vos iris vont se colorer de rouge, et vous allez très rapidement être capturé par la garde pour finir vos jours dans un bagne. Ainsi, ça va vous permettre d'envisager déjà une manière de jouer légèrement différente. Vos plus gros problèmes ne vont pas se régler par un coup de dague dans le ventre. Et maintenant que vous savez ça, je passe sous silence de nombreuses autres spécificités et nous allons nous lancer dans l'aventure de ce soir. Nous sommes prêts. On vous invite maintenant à aller écouter le one-shot que nous avons fait avec Frédéric, où nous avons eu tout le plaisir et le loisir de découvrir une partie du monde d'Argiropé. À tout de suite.